Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais me présenter rapidement. On va commencer tranquillement, voir s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume Ravary-Ouellette. Je suis chargé de projet pour les aires protégées dans le sud du Québec, pour la SNAP Québec. Euh, je vais être accompagné aujourd'hui pour le webinaire de ma collègue Jenny, qui est avec moi ici, et également de deux partenaires en Outaouais. Il va y avoir Raphaël Cadieux-Laflamme du Credo, ainsi que Yanni Richaud, qui est pour la SNAP Vallée de l'Outaouais. Je vais vous partager sous peu ma présentation, mais la présentation va porter sur l'appel à projet d'aires protégées du gouvernement du Québec. C'est un appel à projet qui permet à l'ensemble de la population québécoise de faire des propositions d'aires protégées qui seront ensuite évaluées et potentiellement mises en place par le gouvernement du Québec. Mon objectif, c'est de vous présenter l'appel à projet, ses modalités, ses contraintes, puis son processus. Après quoi, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on pourrait dire un atelier de cartographie participative. L'objectif de l'atelier de cartographie participative, ça va être d'identifier via un outil cartographique, une carte interactive, d'identifier des territoires qui sont d'intérêt pour la conservation, qui pourraient être potentiellement des propositions faites dans le cadre de l'appel à projet, et également d'identifier des porteurs de projets potentiels, donc des personnes qui seraient volontaires pour proposer ces territoires-là dans le cadre de l'appel à projet. Je vais essayer de rendre la présentation le plus dynamique possible, mais n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Si vous avez des questions, si vous voulez faire des commentaires ou obtenir des précisions, vous pourrez simplement lever la main. Je vais essayer d'être attentif à vos mains levées. Ou autrement, vous pouvez aussi m'interpeller là, avec votre micro. Là. Il n'y a pas de problème. Et par la suite, dans la deuxième partie, pour l'atelier de cartographie participative, je vais faire probablement deux sous-groupes qui vont nous permettre de mieux travailler tous ensemble. Et dans ces sous-groupes-là, il va y avoir ma collègue Jenny, puis mes partenaires Raphaël et Yannick qui pourront également vous assister là, dans ce travail-là. L'outil est relativement très simple. Il s'agit d'une carte qu'on va pouvoir ajouter des notes ou tracer des lignes pour identifier des territoires. Avant que je commence, est-ce qu'il y avait des questions? Oui, Howard? Oui, merci beaucoup. J'ai une question peut-être stupide de base, mais dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire protéger exactement? Je veux dire, est-ce qu'il y a des moyens de mise en vigueur? Est-ce qu'on peut déclarer des gens qui font des mauvaises choses dans les aires protégées? Comment ça fonctionne exactement? Je sais que j'ai lu pour des réserves de biodiversité, il y a comme un pamphlet sur ce qui est permis et pas permis. Là, c'est assez clair. Oui. Mais comment ça fonctionne exactement? OK. Je vais y répondre rapidement. On va également y revenir un peu durant le séminaire. Mais essentiellement, une aire protégée, on parle ici d'une protection administrative, une protection officiellement reconnue par le gouvernement du Québec. Il y a 6 statuts de protection au Québec. Vous en avez mentionné une, la réserve de biodiversité, enfin, excusez-moi, il y a plus d'une vingtaine de statuts de protection au Québec selon 6 standards internationaux. La réserve de biodiversité est un de ces statuts. La réserve de biodiversité, c'est une aire protégée dans la mesure où il y a certains usages du territoire qui sont formellement interdits, puisqu'on juge incompatibles avec les objectifs de conservation. On parle généralement d'activités de foresterie et d'activités minières. Au-delà de ça, il y a différentes activités incompatibles qui peuvent être encadrées ou interdites. On peut parler de villégiature, de véhicules motorisés, de chasse, de pêche, selon les statuts. On y reviendra, mais pour ce qui est pour terminer la réponse, comment ces usages-là sont encadrés, c'est via un règlement qui est associé au plan de conservation. Le règlement qui fait office, on va dire, de loi, on va dire, sur le territoire. Par contre, pour s'assurer que ce règlement-là soit appliqué, c'est généralement des ressources qui doivent être présentes sur le territoire, comme des agents de la faune, par exemple, et ou ça peut être aussi les autorités municipales dans certains cas.
Euh, Cependant, vu la taille du territoire québécois, puis les différentes aires protégées, il n'est pas toujours facile d'appliquer ces règlements-là. Et c'est là où il peut y avoir des modèles de gouvernance qui interviennent. On y reviendra. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci. Oui, Hélène, vous avez une question également? Oui, si on a déjà un projet avec un tracé cartographié, Oui. est-ce qu'il faut quand même participer à la cartographie participative à la fin? C'est à votre discrétion. Si vous souhaitez partager ce tracé-là, partager votre idée avec les autres participants, vous aurez l'occasion d'en discuter. D'un autre côté, vous m'y faites penser, c'est parfait. Moi, je suis présentement à Gatineau pour le webinaire, mais aussi pour tenir une clinique qui va avoir lieu demain. Oui, je L'objectif me de suis la... inscrite OK, demain super. aussi. Très bien. L'objectif de la clinique, en fait, c'est, moi, je vais être là pour accompagner quiconque souhaite faire une proposition dans le cadre de l'appel à projet. Je vais être là OK. pour vous aider avec la délimitation, avec le choix d'un statut, avec la description du territoire, essentiellement remplir le formulaire en ligne associé à une proposition. Je pourrais OK. également aussi vous aider à faire des démarches pour contacter les autorités, les MRC, pour obtenir leur appui dans cette démarche-là. Donc, je le répète, je suis disponible toute la journée demain au bureau du Credo, qui sont situés à Gatineau, pour vous accompagner dans cette démarche-là. Pour l'instant, c'est très ouvert. Vous pouvez vous présenter. Puis, on va essayer de donner un coup de main. Il va aussi avoir ma collègue Jenny qui va être avec moi. C'est Euh, où les bureaux du Credo? C'est-tu sur Maloney? les bureaux du OK, ben Credo, je vais le trouver au ouais. besoin. OK. C'est beau. Je dirais qu'on est proche du centre-ville de Gatineau, j'ai l'impression. Excusez-moi, je viens d'arriver, je n'ai pas noté Hmm, l'adresse. Le bureau pas de est problème. situé sur l'île de Hull. Hmm? Le bureau est situé sur l'île de Hull. OK. Super. Dans tous les cas, je pourrais partager l'information en fin de rencontre également. Donc, si, il n'y a pas d'autres questions, je propose de commencer la présentation. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Super. Donc, faites votre marque, c'est un peu le slogan derrière la campagne que la SNAP fait pour l'appel à projet. Aujourd'hui, ça va être une rencontre d'information qui vise à diffuser puis préciser certains éléments de l'appel à projet, puis également pour vous assister dans l'identification de territoires d'intérêt. Comme je l'ai mentionné plus tôt, là, pour cette présentation aussi, je vais présenter le rôle de la SNAP Québec. Je vais aussi présenter mes partenaires en Outaouais, le Credo et la SNAP Vallée d'Outaouais. On va faire une mise en contexte derrière l'appel à projet ainsi que sur les différents outils de protection qui existent au Québec à l'heure actuelle. Ensuite, pour présenter l'appel à projet, sa structure, son processus. Et on va faire aussi un petit portrait régional du côté de l'Outaouais. Et on va terminer avec une paire de questions et bien sûr l'atelier de cartographie participative. Pour ce qui est du rôle de la SNAP Québec, en fait, la Société pour la nature et les parcs, c'est une organisation pan-canadienne qui a plusieurs chapitres. Ici au Québec, il y a la SNAP Québec, mais aussi la SNAP Vallée de l'Outaouais qui se concentre à l'intérieur du bassin versant de la rivière des Outaouais, si je ne me trompe pas, mais plus généralement aussi en Outaouais, en Abitibi et dans le Témiscamingue. La Société pour la nature et les parcs, c'est un organisme qui est voué à la protection de la biodiversité et de l'environnement. Et plus spécifiquement, on travaille beaucoup à offrir des solutions taillées sur mesure pour les problèmes qu'on rencontre au Québec à l'heure actuelle dans le domaine de la protection de la biodiversité et de l'environnement. On travaille beaucoup sur des enjeux, par exemple, sur les espèces à statut, les espèces vulnérables ou en péril, comme le caribou forestier ou la rainette faugrillon, le chevalier cuivré, mais aussi beaucoup sur des propositions d'aires protégées. On l'a fait par le passé, on poursuit notre mandat plus spécifiquement dans le cadre de l'appel à projet. On cherche on cherche à contribuer à la création d'un réseau d'aires protégées qui est robuste, mais surtout qui est basé sur des données scientifiques dans la mesure du possible.
Puis, on cherche à inclure aussi là-dedans des valeurs bioculturelles ou des valeurs culturelles qui sont associées à l'utilisation du territoire, notamment quand vient le temps de travailler avec les Premières Nations. Plus spécifiquement, on a reçu du gouvernement du Québec un mandat associé à l'appel à projet. L'appel à projet, c'est la réponse du gouvernement du Québec pour l'atteinte de ces objectifs de protection du territoire qui ont été adoptés précédemment. Nous, notre mandat, c'est un mandat de communication, de mobilisation et d'accompagnement auprès de la population. Donc, pour ce qui est de la communication, on va diffuser l'appel à projet à travers des campagnes de communication, des annonces radiophoniques ou publicitaires. On va aussi faire de la mobilisation avec les partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler, mais aussi avec quiconque nous contacte pour les aider à s'assurer que la population soit au courant de l'appel à projet puis puisse y contribuer. Et pour ce qui est de l'accompagnement, un peu comme ici aujourd'hui, on cherche à soutenir les personnes qui souhaitent faire des propositions dans le cadre de l'appel à projet, les aider à contacter les MRC, à travailler un argumentaire pour la protection du territoire ou tout simplement pour, dans certains cas, délimiter une proposition ou contribuer à l'identification d'un territoire d'intérêt. Vous allez remarquer, on a notre adresse ici. Faites votre marque à commercial snapquebec.org si vous avez toute question. Il y a un numéro de téléphone également. Et bien sûr, le site Internet de la SNAP. Et vous avez aussi, dans le cas des communautés autochtones, il y a l'IDD-PNQL, donc l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui remplit un mandat similaire à celui de la SNAP auprès des Premières Nations. Donc, c'est aussi possible de les contacter si vous avez des questions, besoin de précision ou d'accompagnement dans le cadre de l'appel à projet. Pour ce qui est de nos partenaires en Outaouais, nous, la SNAP Québec, on est un organisme basé à Montréal. On travaille sur tout le territoire québécois, mais en général, on travaille toujours avec des partenaires régionaux quand vient le temps de travailler sur des enjeux de conservation. Dans ce cas-ci, en Outaouais, on travaille très près avec le Credo et la SNAP Vallée de l'Outaouais. Je vais peut-être laisser Raphaël peut-être présenter l'organisme rapidement. Certainement. Donc, moi, c'est Raphaël, je suis coordonnatrice de projet en conservation des milieux naturels au Credo. Donc, le Credo, c'est le Conseil régional d'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Donc, le petit acronyme souvent qu'on entend, c'est les CRE. Donc, un CRE, il y en a un dans chaque région administrative du Québec ou presque. Donc, pour la région de l'Outaouais, ben, le Credo, c'est ça, il y a 3 piliers. On travaille en économie verte, on travaille en adaptation au changement climatique, mais aussi en conservation des milieux naturels. Le mandat principal du Credo, c'est la concertation des acteurs du milieu. Donc, notre objectif, c'est toujours justement de s'assurer qu'il y a une bonne communication entre les différents acteurs pour toutes les thématiques là, qui sont reliées à l'environnement. On est aussi l'interlocuteur privilégié avec le ministère de l'Environnement pour les dossiers qui touchent à l'environnement et aux gens du milieu. Donc voilà, j'imagine que je passe la balle à Yanni. Merci, Raphaël. Merci, Guillaume. Oui, je ne répéterai pas trop, puisqu'en fait, Guillaume, la SNAP Québec, la SNAP VO, on a des mandats quand même très similaires, qui est justement le titre de protéger, en fait, le patrimoine naturel là, de différentes régions. C'est la SNAP Québec, justement, comme tu l'as mentionné, c'est pas mal à travers l'ensemble du Québec, en excluant, en fait, notre territoire, là, qui est la vallée de l'Outaouais. Donc, nous, on s'occupe vraiment là, de l'ensemble du bassin versant de la vallée de l'Outaouais. Puis, le but, c'est surtout là, justement là, de protéger le patrimoine naturel, mais en terre publique. Donc, en proposant, là, comme on fait en ce moment là, avec l'appel à projet, des idées pour les aires protégées, toujours là, en essayant là, de rester en bon contact là, avec les gens qui utilisent le territoire, au niveau de concertation un peu aussi, là, pour entendre les préoccupations, les besoins de chacun. Donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, je vais en profiter là, justement tant qu'à vous avoir ici aussi. Ce n'est pas nécessairement là, dans notre mandat précis, là, mais ça nous ferait vraiment plaisir là, si on peut aussi vous accompagner ici et là si vous avez besoin d'aide pour finir un certain projet ou toute forme d'accompagnement, justement, vu que c'est à l'intérieur là, du territoire de la SNAP-VO, là, ça nous fait plaisir aussi. Là. Je ne sais pas si Guillaume, tu peux partager mon adresse courriel aux personnes qui pourraient le vouloir. Là.
Oui. Donc, vous allez dans le bas de l'écran ici, l'adresse du Credo. Puis, du côté de la Snap Vallée de l'Outaouais, il y a aussi l'adresse spécifique de Yanni qui peut vous offrir de l'accompagnement dans le cadre de l'appel à projet ou en tout autre enjeu lié à la conservation là, du côté du bassin versant de la rivière des Outaouais. Juste noter rapidement, le numéro de téléphone ne fonctionne Ouais. pas. Ah, OK. C'est bon. Merci, Guillaume. Puis, il y a aussi, en fait, qui s'est joint à notre présentation aujourd'hui, Nathalie Magnan, qui est chargée de projet au ministère de l'Environnement pour la région de l'Outaouais. Je ne sais pas si, Nathalie, tu souhaites te présenter aussi rapidement. Bonjour tout le monde. Donc, je m'occupe dans mes dossiers là, d'analyser les projets là, qui vont ressortir de cet appel à projet-là et puis de suivre aussi les activités là, en lien avec l'appel à projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant ou par la suite. Là, je peux laisser mes coordonnées dans le chat. Oui. Donc, dans le cadre de l'appel à projet, là, vous pouvez communiquer autant avec le Credo, avec la Snap Vallée de l'Outaouais, avec nous ou avec Nathalie Magnan du ministère de l'Environnement pour avoir des précisions si vous avez des questions. Autrement, pour ce qui est, si vous avez besoin d'accompagnement sur des enjeux spécifiques, là, bien sûr, vous pouvez travailler avec le Credo, la Snap Vallée de l'Outaouais ou la Snap Québec pour vos projets. Et je vais donc poursuivre avec la mise en contexte de l'appel à projet. Essentiellement, en fait, c'est le cadre mondial de la biodiversité qui avait été adopté à Montréal, qui vise à protéger 30 du territoire en 2030. L'objectif, en fait, c'est de pallier à la crise de la biodiversité qui affecte toute la planète avec la disparition rapide des habitats et des espèces associées à ces habitats-là. Donc, le Québec s'est engagé à atteindre 30 du territoire terrestre et maritime protégé d'ici 2030, ce qui arrive assez rapidement. Et dans ce contexte-là, le gouvernement a décidé de miser sur une approche, une stratégie, en fait, qui vise à utiliser la mobilisation citoyenne pour créer des nouvelles aires protégées. Donc, de chercher à utiliser les connaissances de la population sur son propre territoire, son attachement à celui-ci et sa volonté de le protéger pour rapidement atteindre l'objectif de 30 du territoire protégé en 2030. C'est pour ça que l'appel à projet est un appel qui est ouvert à toute la population québécoise, qui soit citoyenne, des organismes de conservation, des organismes citoyens ou communautaires. Ça peut être également des municipalités et des MRC qui font des propositions dans le cadre de l'appel à projet. À l'heure actuelle, au Québec, comme vous pouvez le voir, là, on est à environ 16,9 du milieu continental qui est protégé, alors que du côté marin, on est à 10,4. En Outaouais, on va surtout se concentrer sur le milieu terrestre. Et comme vous pouvez le voir un peu sur la carte, on avait rapidement atteint les objectifs de conservation précédemment en protégeant des grandes parties du territoire dans le nord québécois. L'objectif de l'appel à projet, c'est de surtout viser le sud du Québec, donc la zone qui inclut à l'intérieur de la forme en rouge, pour aller protéger des milieux qui sont plus associés au sud du Québec. L'enjeu dans le sud du Québec, en fait, c'est là où se retrouve l'ensemble de la population québécoise. C'est un territoire qui est très développé, où il y a beaucoup d'utilisation qui est faite. Et c'est pour ça qu'un des principaux enjeux de l'appel à projet, c'est de s'assurer que tous les usages du territoire puissent être inclus dans une certaine mesure à l'intérieur des propositions d'aires protégées, par exemple. Donc, jusqu'à ici, on a un réseau d'aires protégées un peu plus déséquilibré où on a moins d'aires protégées dans le sud du Québec de taille moins importante que dans le nord du Québec. Pour ce qui est des outils disponibles pour protéger le territoire, il y en a plusieurs, mais en général, on va utiliser des aires protégées. Une aire protégée, c'est un espace géographique qui est clairement défini, donc qui est délimité par une frontière, on va dire, qui est reconnue à l'échelle nationale, donc via un statut qui est reconnu par le gouvernement du Québec et qui correspond à des standards internationaux, qui est consacré et géré par tous les moyens efficaces, juridiques ou autres,
je mentionnais plutôt le règlement de conservation qui est associé à un plan de conservation. Ça, c'est des moyens juridiques, par exemple, pour assurer la conservation à long terme. Et par là, on veut dire à perpétuité de la nature et des services écosystémiques et culturels qui lui sont associés. Oh, j'avais oublié qu'il y avait tous ces éléments de présentation-là. Donc, en général, selon les différentes lignes directrices associées à différents statuts de protection, généralement, ce sont les activités industrielles qui vont être interdites au sein des aires protégées, avec quelques nuances là, qui peuvent être apportées là, au fur et à mesure qu'on définit des nouveaux statuts de protection au Québec. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je ne vois pas tous les participants, mais vous pouvez lever votre main s'il y a des questions. Super. Je vais donc poursuivre. Là, ici, on va avoir différents statuts d'aires protégées qui sont visés par l'appel à projet. J'avais mentionné au Québec, là, il y a plus d'une vingtaine de différents statuts de protection, mais dans le cadre de l'appel à projet, il y en a une quantité plus restreinte qui sont offertes pour le choix. On va les présenter rapidement. Donc là, ici, on a une échelle qui va de 1 à 5, qui seraient les différents statuts UICN, là, les différents statuts internationaux en termes on va dire, de contraintes associées à un statut de protection. Au Québec, le statut le plus contraignant, c'est la réserve écologique. Par exemple, la forêt La Blanche, ici en Outaouais. La réserve écologique, c'est un peu l'image classique qu'on se fait d'une aire protégée, celle de la cloche de verre, où on cherche à éviter toute intervention humaine dans le secteur. Donc, en général, les réserves écologiques, il n'est pas possible de s'y rendre. Il n'y a pas de sentier. Et c'est plus rarement pour de la recherche scientifique ou pour des activités éducatives qu'il sera possible de s'y rendre. En deuxième, dans la catégorie 2 de l'UICN, on aurait par exemple les réserves de biodiversité. Les réserves de biodiversité, c'est un statut que le gouvernement du Québec a mis en place qui vise surtout à permettre une meilleure représentativité des besoins de la population locale par rapport à une aire protégée. On va généralement avoir beaucoup de flexibilité, beaucoup de souplesse dans l'application du plan de conservation, en permettant certaines activités qui sont non intrusives dans le milieu naturel. Par exemple, ça peut être de la randonnée, ça peut être de la cueillette, de la chasse, du trapage. Dans certains cas, des activités motorisées, tant et aussi longtemps que celles-ci respectent les sentiers, par exemple. Chaque réserve de biodiversité a un plan de conservation qui est adapté à sa réalité. Donc, ce qui est valable pour une réserve de biodiversité n'est pas forcément valable pour une autre, tout dépendamment du plan de conservation. Mais en général, c'est un statut qui vise à inclure beaucoup d'activités pratiquées sur le territoire. C'est donc un statut qui permet souvent de concilier beaucoup de visions différentes pour un territoire spécifique. Également, dans le cadre de l'appel à projet, il y a l'aire protégée d'utilisation durable qui est possible d'être suggérée pour une proposition. C'est un statut qui est relativement récent, qui est toujours en développement à certains égards. Les lignes directrices ont été publiées par le gouvernement du Québec. L'aire protégée d'utilisation durable, en fait, c'est une aire protégée qui permet certaines activités comme la foresterie, mais une foresterie qui aurait des pratiques exemplaires. C'est un terme qui, je crois, reste à définir. Mais les aires protégées d'utilisation durable, essentiellement, le concept est on aurait un noyau de conservation qui est associé à un statut de protection plus strict, comme une réserve de biodiversité, ou sur le pourtour de celui-ci, on retrouverait une aire protégée avec un statut plus flexible où certaines activités pourraient être pratiquées. Puis là, on pense encore là à la chasse, la pêche, le camping, les activités de ski hors piste, des activités motorisées et dans certains cas de la foresterie, selon des standards assez stricts qui restent à définir. Mais généralement, des éoliennes ou de l'activité minière sont interdites sur ces territoires-là. Puis ensuite, on a le statut de paysage humanisé. Le statut de paysage humanisé, on a l'exemple de l'île Bizarre en périphérie de Montréal qui existe. C'est un statut qui vise à protéger
dans certains cas, le paysage, un paysage qui peut parfois qui a été modifié par l'intervention humaine. On pourrait facilement penser au bocage ou aux haies agricoles où on retrouve une forme de biodiversité qui est associée au paysage rural, par exemple. Le paysage humanisé peut viser tant les terres publiques que les terres privées et peut même inclure dans une certaine mesure des municipalités. Je vais tout de suite répondre à votre question, Hélène. Est-ce qu'il y a tout ça va rentrer dans le 30%, j'imagine, toutes ces catégories d'air, ces statuts d'air protégés-là? Oui. Y a-t-il un pourcentage qui a été déterminé dans le 30% pour chacun des statuts? Puis aussi, c'est qui détermine le statut? Est-ce qu'on fait une demande de statut en même temps que le projet ou bien est-ce que c'est le gouvernement qui détermine le statut Ouais. par la suite? Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'objectif pour la représentativité de chacun de ces statuts-là au sein de l'appel à projet ou au sein des objectifs de 30% du gouvernement du Québec. C'est certain que ça reste toutefois une volonté, mais jusqu'à présent, je dirais qu'il y a quand même une bonne proportion de des aires protégées en voie de création qui sont du statut de réserve de biodiversité, mais probablement qu'il va y avoir de plus en plus d'aires protégées d'utilisation durable puisque c'est un nouveau statut. Oui, c'est Ouais. ça, ces statuts-là ont été. Est-ce que j'extrapole trop en pensant que ces statuts-là ont été développés pour pouvoir atteindre l'objectif du 30%? Parce que je pense que quand on est rendu dans le statut numéro 5, c'est plus bien un aire protégé, là. C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais il est possible de le voir de cette manière-là. Mais d'un autre côté, je sais aussi que, par exemple, le paysage humanisé correspond à des statuts de protection qui sont généralement majoritaires dans certains pays plus urbanisés comme la France ou l'Allemagne, où la plupart des parcs, en fait, sont des paysages humanisés dans leur cas. C'est-à-dire que souvent, ça va inclure des villages, ça va inclure de la foresterie, ça va inclure des fermes. Par exemple, pour ce qui est du paysage humanisé. Pour ce qui est de l'aire protégée d'utilisation durable, je crois que on vise surtout à intégrer des pratiques plus traditionnelles, peut-être de la sériculture, peut-être de la foresterie communautaire, mais c'est des pratiques qui sont peu développées au Québec et ça peut être une opportunité de les développer. Au-delà de ça, je ne peux pas y répondre, mais pour la deuxième partie de votre question, pour ce qui est du statut associé à une proposition, vous pouvez en faire le choix via le formulaire web associé à une proposition dans le cadre de l'appel à projet. Ça ne veut pas dire que c'est le statut qui va être retenu toutefois. C'est certain que le ministère de l'Environnement va faire sa propre analyse et peut faire des recommandations à cet égard. Il est aussi possible, comme on va le voir, lors des consultations publiques qui vont être faites, qu'une municipalité ou certains intervenants demandent un statut de protection plus strict ou plus souple, selon la situation. Puis juste une petite dernière partie. Est-ce que ça se peut que dans une même aire protégée, par exemple, s'il y a eu des secteurs qui ont été identifiés comme EFE Oui. Dans le passé, est-ce que ça perd le statut de EFE pour prendre l'ensemble du titre du nouveau statut? Ou, Non, à ma connaissance, en général, il va y avoir une superposition des statuts. Donc, une OK. proposition d'aire protégée pourrait viser un territoire qui englobe une réserve naturelle, une réserve écologique, par exemple, ici. Donc, un statut très, très strict, mais le pourtour, donc l'agrandissement, lui, pourrait avoir un statut plus souple. De OK. même, les refuges biologiques et les forêts, les écosystèmes les écosystèmes forestiers exceptionnels seront maintenus avec leur propre gestion existante à l'intérieur de la proposition. Donc, c'est important de le savoir. Il est possible de faire des propositions d'agrandissement, de faire des propositions qui englobent d'autres aires protégées. On vient les consolider. Et c'est même très pertinent. Ça va être pris en compte dans l'analyse du côté du ministère de l'Environnement, là. OK. Merci. Je vais donc poursuivre. Donc, on peut voir qu'il y a une gradation entre des statuts plus stricts comme la réserve écologique et des statuts plus souples comme le paysage humanisé. Mais il est certain que dans le cadre de l'appel à projet, on va viser davantage des statuts comme la PUD, la réserve de biodiversité, la réserve marine ou la réserve écologique.
On ne me pose pas la question, mais je réponds tout de même. Il n'est pas possible de faire de proposition de parcs nationaux. Ce n'est pas la volonté du gouvernement derrière l'appel à projet. On vise plus des statuts qui permettent une plus grande gouvernance locale dans la protection du territoire. Je vais donc passer à l'appel à projet en territoire public du gouvernement du Québec. Les éléments les plus importants là, dans le cadre de l'appel à projet sont les suivants. L'objectif, c'est d'identifier des projets potentiels d'aires protégées, d'initiatives locales et régionales pour l'atteinte du 30 %. C'est pour ça qu'on se base sur un appel ouvert à toute la population. Même si une proposition qui serait faite dans le cadre de l'appel à projet n'a pas nécessairement l'appui d'une MRC ou n'est pas retenue par la suite lors de l'analyse interministérielle, il n'est pas dit que cette information-là ne pourra pas être utilisée dans le futur pour protéger le territoire. L'objectif, c'est d'avoir une cartographie générale des territoires d'intérêt pour la conservation et on se base sur les connaissances de la population pour le faire. Mais c'est certain que l'objectif premier, c'est quand même de proposer des territoires qui ont le plus de chances d'être désignés comme protégés. Donc, des territoires qui sont riches en biodiversité, avec des écosystèmes exceptionnels et ou de connectivité, et aussi pour des valeurs bioculturelles qui peuvent être associées à ce territoire-là. Aussi, je l'ai mentionné, c'est pour maintenir la connectivité entre des noyaux de conservation, des noyaux de biodiversité, et ce qui permet une meilleure résilience des milieux naturels dans le contexte des changements climatiques. D'ailleurs, qui est très important dans le cas de l'Outaouais, puisque l'Outaouais se retrouve à être un des importants corridors de déplacement des espèces dans le contexte des changements climatiques. Puis aussi, bien sûr, c'est pour favoriser et maintenir l'accès à la nature, l'accès au territoire pour la population. Qui peut participer à l'appel à projet? Comme je mentionnais, tout le monde peut participer à l'appel à projet, que ce soit un organisme avec un statut ou non, un citoyen, une municipalité ou une MRC peut faire une proposition en ligne. Et la date limite arrive rapidement, c'est le 15 octobre cette année, donc 2024. Ça, c'est la date limite pour envoyer un formulaire au ministère de l'Environnement. Pour ce qui est de l'appui qui doit être obtenu par une MRC, je vais y revenir, mais on a jusqu'à la fin novembre, le 29 novembre, pour que la MRC se prononce sur la proposition. Donc, le plus important à cette date-ci, c'est de remplir le formulaire qui se remplit très rapidement et de l'envoyer au ministère de l'Environnement. Pour ce qui est du territoire d'application, c'est tout le Québec, à l'exception de la région administrative 10, donc pour des raisons là, de convention avec les Premières Nations. On a les milieux continentaux, mais ça inclut aussi les rivières et lacs, ainsi que les milieux marins et côtiers. Comment faire pour identifier les terres du domaine de l'État, donc les terres publiques? Pour ce faire, là, on a ici une capture d'écran de la carte que nous, on a mis en ligne sur notre site Internet de la SNAP Québec. C'est une carte qui a été réalisée pour vous aider à identifier les territoires publics. Donc, ici, on va voir en gris le territoire privé, incluant celui des municipalités. Et en orange, on va avoir le territoire public. Là, ici, en plus, sur la carte, on a assuré tous les territoires récréatifs, donc pourvoirie, réserve faunique, ce qui est pas problématique pour une proposition, ça peut être inclus. Et en vert, on va avoir les aires protégées existantes. Je vais sortir de ma présentation rapidement pour vous montrer un peu notre site web. Ça, c'est la page de la SNAP dédiée à l'appel à projet. Et on va retrouver plusieurs... Ah, on ne voit plus? Bon. Je vais repartager mon écran. Laissez-moi un instant. Donc, la page web de la SNAP Québec où on va retrouver de l'information sur l'appel à projet, notamment des événements qui vont avoir lieu, mais surtout ici une carte qui va vous permettre d'identifier les territoires publics au Québec. Pardonnez, ça prend un certain moment à charger. Et
Donc, si on va du côté de l'Outaouais, on va pouvoir zoomer sur certains milieux et l'information va s'afficher sur les aires protégées et le territoire public. Ça peut prendre un certain temps. Voilà. Donc, on peut voir, par exemple, ici, on voit très bien là, la vallée de la Gatineau. On va voir les terres publiques qui sont en jaune. Donc, c'est assez facile d'identifier un territoire à partir de là. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'ici? Donc, je vais poursuivre la présentation. Pour ce qui est des étapes de dépôt de projet, la première étape, en fait, c'est d'identifier un territoire d'intérêt. Ça peut être à proximité de chez soi, ça peut être un territoire plus éloigné dont on connaît les valeurs environnementales, les valeurs écosystémiques. Et ce qui est important, c'est de délimiter une proposition d'aire protégée. À ce stade-ci, on vise les terres publiques. Ça peut être un territoire qui est associé à une ZEC ou une réserve faunique ou une pourvoirie. C'est possible d'en faire la proposition. Ce qui est important, c'est d'en faire un tracé cartographique qui peut être approximatif. À cette étape-ci, on cherche surtout à identifier un territoire. On va dire la délimitation plus fine pourra être faite par la suite. Il y a un formulaire à remplir et à soumettre qui se fait en ligne. C'est également possible de l'envoyer par la poste, de l'imprimer et de le remplir pour l'envoyer par la poste. C'est un formulaire qui est très simple à remplir et essentiellement, on va demander les informations, les coordonnées de la personne qui fait la proposition. On va demander un statut visé pour la proposition, statut de protection. On va demander une brève description du territoire visé. Donc, on peut mentionner les MRC concernés, les municipalités concernées, la région. On peut mentionner qu'est-ce qu'on trouve sur ce territoire-là, si on a cette information-là. Autrement, ce n'est pas très grave en général, puisqu'il va y avoir une analyse qui va être réalisée plus poussée par le ministère de l'Environnement. On peut ensuite ajouter les raisons qui viennent justifier la protection du territoire. Ça peut être des raisons qui sont d'ordre écologique. On peut aussi mentionner, par exemple, la pérennisation d'infrastructures associées au récréotourisme, des sentiers, ça peut être des lacs protégés de bassins versants de certains lacs, par exemple, ou rivières, et ainsi de suite. On a une brève description à faire, 3000 mots. C'est l'équivalent de quelques paragraphes seulement. Donc, l'important, c'est de rester très succinct, de ne pas trop en ajouter. Il est toujours possible d'ajouter des études qui auraient été réalisées sur le territoire en pièce jointe de la proposition ou même de les envoyer par la suite après avoir envoyé le formulaire. Ensuite, on va pouvoir accessoirement mentionner les impacts socio-économiques qui sont associés à la proposition. Ça peut être des impacts positifs aussi, comme négatifs. On parle des éléments qui peuvent contribuer aux emplois associés au récréotourisme, par exemple, ou etc. C'est accessoire, ce n'est pas obligatoire d'ajouter cette description-là. C'est laissé à votre discrétion. Comme je le mentionnais, il sera toujours possible en fin de formulaire d'ajouter des pièces jointes, que ce soit des rapports de caractérisation environnementale, des informations pertinentes, des appuis au projet. Tout ça peut être joint comme document au formulaire ou, autrement, de les envoyer au ministère de l'Environnement par la suite lorsque ceux-ci auront été réalisés, si vous ne les avez pas déjà, pour qu'ils soient considérés lors de l'analyse de la proposition. Et donc, après avoir envoyé la proposition, vous aurez donc un accusé-réception du ministère de l'Environnement. Et celui-ci vous mentionne qu'il est nécessaire de solliciter de la part des MRC concernés, toutes les MRC qui sont touchées par la proposition, qu'elles se prononcent sur une résolution d'appui à l'analyse. Et là, ça, c'est un élément très important qu'on va discuter tout de suite. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'ici? Je ne vois pas nécessairement le chat, donc n'hésitez pas à lever la main. C'est 3000 caractères, effectivement, et non pas 3000 mots. Donc, ça fait des propositions très courtes. Howard, vous avez une question? C'était ça ma question. Oui, très bien. Merci. Hélène, vous avez une question?
Oui, je vous ai entendu dire, on demande l'appui des MRC, Ouais. les demandes des résolutions d'appui à l'analyse. Est-ce que ça doit mentionner ça? Parce qu'on a déjà une résolution de passé, mais ça ne mentionne pas d'appui à l'analyse. Ça C'est mentionne plutôt au projet, d'appui au OK. projet. C'est un appui direct au projet, en somme. Oui, C'est encore mieux. OK, c'est bon. Je pourrais toujours vérifier avec vous par la suite, mais effectivement, c'est là où les termes peuvent jouer. Pour que le ministère de l'Environnement considère une proposition valable, recevable, il est nécessaire que la MRC envoie avant le 29 novembre une résolution d'appui à l'analyse du projet par le ministère de l'Environnement. Ça, c'est le libellé. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que la MRC est d'accord pour que le projet soit analysé par le ministère de l'Environnement et ensuite par les autres ministères avant que cette proposition-là soit jugée recevable ou non. Ce n'est pas un appui direct à la proposition. C'est en somme, on pourrait dire, en quelque sorte, un accusé-réception, comme quoi la MRC a été informée de la démarche. Cependant, ce n'est pas toujours facile de s'assurer que les élus qui vont se pencher sur la résolution d'appui comprennent ce processus-là. C'est très important de mentionner qu'on est au tout début d'une étape d'évaluation et d'analyse d'une proposition qui va par la suite solliciter leur avis. C'est donc très important de mentionner que c'est un appui à l'analyse. Dans certains cas, il est possible même que la proposition soit jugée non recevable par le ministère de l'Environnement selon ses critères. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, il y a un processus de concertation qui va se mettre en place. C'est un processus de concertation qui va solliciter tout le monde qui est visé par la proposition, incluant les MRC. À ce moment-là, les MRC pourront faire valoir leur point de vue, qu'il soit positif ou négatif, que dans certains cas, il faut simplement retravailler peut-être la délimitation ou inclure certains usages, modifier le modèle de gouvernance. Gilles, vous avez une question? Vous avez la SNAP, une résolution modèle que vous avez sur votre site. Est-ce qu'il est préférable de l'utiliser ou de laisser la MRC faire sa propre résolution? Une bonne question. Dans certains cas, ça va les aider. Dans certains cas, ils utilisent ce modèle, en effet. Dans d'autres, ils préfèrent utiliser leurs propres ressources à l'interne. Ça varie beaucoup d'une MRC à l'autre. Je vous suggère toujours peut-être de la joindre en pièce jointe en mentionnant la résolution d'appui, le modèle sur lequel ils peuvent se baser. Mais ça peut être assez ça peut prendre beaucoup de temps, là, on va dire modifier une résolution d'appui pour un projet et on n'est jamais certain que la MRC va l'utiliser tel quel. Donc, je ne mettrai pas trop d'énergie sur le modèle de résolution d'appui, puis je ferai simplement l'ajouter comme pièce jointe lorsque vous prenez contact avec la MRC. Pour terminer, là, à propos de la résolution d'appui, là, je crois que Howard, vous avez une question. À notre conseil municipal, si j'ai bien compris, ça prend du temps d'avoir une résolution. Il faut le déposer à une réunion, puis le voter à la réunion suivante dans un mois. Ça peut, même si la municipalité veut, ça peut retarder les affaires, puis s'ils sont un peu hésitants, ça retarde encore plus. Oui. C'est certain que c'est important de contacter rapidement la MRC puis de solliciter une résolution d'appui. Parfois, il est même nécessaire de leur rappeler qu'ils doivent se prononcer sur celle-là. En général, jusqu'ici, dans mon expérience, la MRC va vouloir s'assurer que la municipalité est au courant. Dans certains cas, va même demander que la municipalité se penche elle-même sur une résolution d'appui. Quand il y a plusieurs municipalités concernées, ça ralentit considérablement le processus, surtout quand les élus ont besoin d'être rassurés sur le processus. À ce moment-là, c'est toujours important de mentionner que c'est une résolution d'appui à l'analyse qui vont être ensuite informés et invités à contribuer au processus de concertation qui vise à préciser le tracé comme le statut de l'aire protégée. Mais dans tous les cas, c'est certain qu'il est nécessaire quand même de
convaincre les élus dans une certaine mesure. Je vous dirais qu'indépendamment de la réceptivité des élus ou de la MRC au projet, d'envoyer le formulaire est très important quand même. Comme je le mentionnais plus tôt, dans certains cas, le ministère de l'Environnement pourrait considérer un territoire particulièrement important pour la biodiversité pour une aire protégée, malgré le fait que la MRC ne s'est pas prononcée en faveur. Donc, envoyer le formulaire est très important. Ensuite, solliciter les MRC les tout autant, mais ne laissez pas tomber une proposition simplement parce que la MRC se montre un peu plus réfractaire. Nous, la SNAP, on est là, tout comme le Credo et la SNAP Vallée de l'Outaouais, on est disponible pour vous aider à faire des sollicitations auprès des MRC. Dans certains cas, on les connaît déjà. Et notre objectif, c'est de les rassurer sur le processus et de s'assurer que la proposition puisse aller de l'avant. Juste un complément. Nous, on est à Gatineau, dans une municipalité. Dans ce cas-là, ça serait la municipalité et non pas la MRC. Dans le cas de N'est-ce Gatineau, pas? la ville de Gatineau fait office de MRC. Great. OK, merci. Pour peut-être préciser un peu là, au niveau du processus là, de l'appel à projet, la première étape, c'est d'envoyer le formulaire, idéalement avec la résolution d'appui de la MRC, ce qui va permettre au ministère de l'Environnement de faire une première analyse. Le ministère de l'Environnement va se baser sur des facteurs associés, des facteurs écologiques comme la biodiversité, la connectivité, l'analyse classique de carence-représentativité, mais aussi des éléments on va dire, plus sociaux. Admettons que c'est une aire protégée dont il y a un consensus derrière la proposition. Ça va contribuer à la validité, ou on va dire, ou à la valeur d'une proposition. Si la proposition vient consolider des aires protégées à proximité, c'est aussi un plus. Donc, l'analyse du ministère de l'Environnement est quand même assez étoffée. Et ensuite, il y a une analyse interministérielle qui est faite. Donc là, les autres ministères vont être consultés sur l'utilisation du territoire pour déterminer si c'est compatible ou non. Après quoi, la proposition va recevoir, on va dire, selon un code de couleur, sa priorisation. Est-ce que c'est une proposition prioritaire, secondaire ou tertiaire, en quelque sorte? Une fois que cette analyse-là est faite, on va aller en concertation régionale. Si une proposition est jugée admissible, il va y avoir un processus qui va être mis en place, qui va être piloté par les CRE et qui va viser à inviter toutes les parties prenantes, donc toutes les personnes concernées par la protection, par la proposition d'aire protégée, les municipalités, les MRC, les organismes de conservation, les forestiers, les pourvoiries, les EC, les chasseurs, les skieurs, tout le monde qui a un intérêt sur le territoire va être invité à se prononcer sur le plan de conservation. L'objectif, c'est de s'assurer que les limites soient les bonnes, que le zonage associé à une aire protégée soit pertinent et qu'il y ait une forme de consensus derrière la proposition. Donc, que le statut reflète aussi l'utilisation qui est faite du territoire. L'objectif de la concertation, c'est d'en venir à un plan de conservation qui est associé à la proposition, qui est spécifique au milieu. Et après quoi, il y a une analyse gouvernementale finale qui est faite pour s'assurer que tout est en ordre et on va avoir un règlement de conservation qui est associé à ça et un statut de protection qui va être fait en 2027. Donc, c'est un processus qui est relativement rapide à ce stade-ci et d'où l'intérêt, en fait, de faire des propositions dans le cadre de l'appel à projet pour pouvoir rapidement avoir des résultats sur le territoire. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-ci? Très bien. Je vais donc poursuivre. Le formulaire de dépôt de projet, on va aller jeter un coup d'œil ensemble sur la page web du gouvernement du Québec de l'appel à projet. Donc, ici, on a la page associée à l'appel à projet d'air protégé sur le site du ministère de l'Environnement. On va avoir beaucoup d'informations qui est associée à ça et un formulaire web qui n'est pas toujours facile à trouver, mais qui se trouve ici. Donc, le formulaire web. Il est aussi possible de télécharger le formulaire sous forme Word, donc un document Word qu'on peut remplir en prévision par avance, par exemple. Ça peut faciliter la rédaction dans certains cas.
Autrement, pour le formulaire web, on va le remplir rapidement ensemble. Ça peut facilement prendre une demi-heure à remplir, donc c'est très simple. Je vous encourage donc à saisir l'opportunité de le faire avant le 15 octobre. Et voilà, donc on va d'abord accepter les conditions d'utilisation. Et voilà. On va ajouter ici mon nom pour ce cas-ci, avec mon adresse courriel et accessoirement un numéro de téléphone si vous le souhaitez. On a ici donc les champs obligatoires qui sont marqués d'une astérix. Le nom du projet, on va dire, dans ce cas-ci, un corridor forestier. Et là, on peut ajouter, comme ici, on peut décider d'ajouter plusieurs territoires. Ça peut être un seul territoire visé ou plusieurs territoires. Il est possible d'ajouter, en faisant ici le bouton plus, une deuxième cartographie. Autrement, pour ce qui est du territoire proposé, c'est un outil cartographique. On a les instructions ici pour l'utiliser, qui se trouve à être ici. Donc, pour utiliser la carte, je vais la mettre en plus grand ici. On a essentiellement le même type de territoire. La carte va automatiquement se mettre sur votre position, dans mon cas à Gatineau, ce qui me permet de voir facilement en rouge, ça va être donc les terres privées et en transparent, les terres publiques, donc celles qui peuvent être associées à une proposition. On va aller par exemple dans la municipalité de La Pêche, donc on voit très bien le périmètre municipal. On va aller à l'ouest pour voir qu'il y a plusieurs territoires qui sont de nature publique. Moi, admettons que je connais un milieu d'intérêt. Je vais donc aller dessiner une forme sur la carte. Ah, je ne le vois pas. Donc ici, on a un bouton qui ressemble à un polygone surface que je vais cliquer. Et là, je bascule en mode édition. On va avoir donc le curseur ici. Et là, je peux commencer à dessiner un tracé qui est associé à la zone que je souhaite protéger. Et là, comme vous pouvez voir, j'y vais très sommairement. Quand j'ai terminé, je peux faire un clic droit où je vais simplement... Non, c'est bon. Je recommence. Donc, je peux commencer à dessiner la shape. Et lorsqu'on a terminé, on va double-cliquer pour avoir un polygone. Puis là, on peut s'assurer que le polygone englobe tous les lacs que je souhaitais protéger. Et une fois qu'on a terminé, on voit ici, on a un périmètre de 16,8 km avec une surface de 17 km². Ça correspond à ma proposition. Si je veux recommencer, ici, je peux supprimer ou je peux aller faire des modifications. Si on a terminé, on peut simplement aller fermer la boîte de dialogue comme ça. On peut voir que la proposition est toujours la bonne ici. Et là, je répète encore une fois, là, mais le tracé peut être approximatif. Il est toujours possible par la suite de préciser cette forme-là, sinon même d'associer des couches géométriques si vous les avez en pièces jointes pour préciser la proposition. Ensuite, les objectifs de conservation. Ah, pardon. Ah oui, J'ai une petite question. je vous Est-ce écoute. qu'on peut tout simplement joindre un tracé d'une carte qu'on a déjà? Oui, il est possible de joindre une carte en fichier PDF, JPEG ou même en couche géomatique. Cependant, pour que le formulaire soit jugé recevable, il va quand même falloir faire un tracé sur la zone visée. Donc, moi, je vous suggère de faire un tracé grossier qui recoupe grosso modo la zone que vous visez et de joindre en pièce jointe le document cartographique. OK, merci. Ensuite, pour ce qui est des objectifs de conservation, on suggère d'en mettre 3. Vous pouvez en mettre qu'un seul. Et dans ce cas-ci, moi, ce qui m'intéresse, c'est les milieux aquatiques d'intérêt, puisque c'est des lacs où j'aime aller me baigner, puis que la qualité de l'eau est exceptionnelle. Et je veux le maintenir tel quel. Accessoirement, j'ai connaissance de milieux humides à proximité, puis probablement que c'est un écosystème d'importance.
Donc, vous pouvez y aller au meilleur de vos connaissances, mais il est simplement obligatoire d'en mettre qu'un seul. Ensuite, on a le statut d'aire protégée envisagé. Comme on peut voir ici, on a donc la réserve de biodiversité qui correspond à un niveau 2 de la catégorie UICN, réserve marine, même chose. La réserve écologique qui est le statut 1, le plus strict. On a la PUD, l'aire protégée d'utilisation durable, qui est un statut 4. On a l'aire protégée d'initiative autochtone, qui est plus un modèle de gouvernance qu'un statut spécifique. J'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais l'APIA, l'aire protégée d'initiative autochtone, est un statut qui vise surtout un modèle de gouvernance qui est en phase avec l'utilisation du territoire et l'intendance autochtone sur ce territoire-là. On a le paysage humanisé, statut 5, et on a aussi l'option de faire une proposition d'agrandissement d'une aire protégée existante qui peut être très pertinente. Autre qu'on peut mentionner plus bas, un habitat faunique, par exemple. Multiple, dans le cas où vous voulez faire un zonage plus strict à certains niveaux et plus souple. Et il y a aussi l'option de mettre ne sait pas. Dans mon cas, j'aime beaucoup les réserves de biodiversité, donc je l'ajoute. Et là, ici, on va pouvoir ajouter en 3000 caractères la description du territoire visé, municipalité, MRC, région, type d'écosystème lorsque vous le connaissez, est-ce qu'il y a des rivières, est-ce qu'il y a des lacs. Ensuite, la région justifiant la protection, des écosystèmes exceptionnels, des espèces à statut, un milieu fragile, un milieu sous pression du développement résidentiel ou forestier ou minier, qui peut être des excellentes raisons pour le protéger. Protéger aussi l'utilisation qui est faite par la population locale, maintenir l'accessibilité à un lac, par exemple, ou simplement protection d'une espèce à statut. Et accessoirement, on peut aussi ajouter les impacts sociaux et économiques potentiels. Dans mon cas, je vais ajouter vite du contenu. Et en toute fin, on peut joindre, comme mentionné plus tôt, des documents. Ici, on peut sélectionner un fichier qu'on voudrait ajouter, qui pourrait être une carte, un fichier géomatique ou des rapports d'inventaire écologique, par exemple. On peut mettre aussi une pétition. On peut mettre des résolutions d'appui de municipalité qu'on a obtenues, et ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, on peut tout simplement envoyer le formulaire. J'aurais peut-être pas dû l'envoyer. Oups. Je l'ai envoyé tout de même. Je m'assurais de communiquer chargé de projet du ministère de l'Environnement que c'était un essai. Donc, c'est ce qui conclut en fait le formulaire associé à une proposition d'aire protégée, ce qui est très simple. Je vous rappelle qu'à partir de ce moment-là, je vous invite à contacter la MRC pour solliciter une résolution d'appui du Conseil des maires. Pour le faire, vous pouvez envoyer un courriel au directeur général de la MRC, au préfet et au directeur du service d'aménagement du territoire. Comme ça, on s'assure que tout le monde aura reçu l'information. Et est-ce qu'on avait des questions? Geneviève. Bonjour tout le monde. En fait, c'est juste un petit point d'information. Pour ceux qui ont un intérêt à déposer des projets dans la MRC de Papineau, je vous invite à communiquer avec moi le plus rapidement possible ou avec Jean-François Larrivée, mon collègue. Je vais mettre les adresses courriel dans le chat parce que on est dans un blitz de réflexion et de préparation de résolution. Donc, ça serait important qu'il y ait une cohérence dans les différents projets qui sont présentés. Voilà. Merci beaucoup. Hélène, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Oui, désolée, je pose plusieurs questions, mais si j'ai plus de questions par après, il y a un moyen, si on n'est pas là demain, si on ne peut pas y aller demain, de vous poser des questions plus pointues par rapport à notre projet? Oui, je vous invite à communiquer avec moi par courriel à l'adresse guillaume@snapquebec.org. OK. Vous pourrez facilement aussi retrouver mon adresse sur le site web de la SNAP Québec, donc guillaume@snapquebec.org. Je vous invite aussi à m'appeler au 438 543 418 438
543-4961. 4961. Oui, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Gilles, Oui, est-ce qu'on peut avoir les coordonnées de Geneviève à la MRC Papineau? C'est ce que je suis en train de faire, M. Martel. J'écris ça dans le chat. OK. Donc, les coordonnées de Geneviève vont être dans le chat de la conversation pour ce qui est de la MRC de Papineau, si vous avez une proposition qui vise la MRC. Est-ce qu'on avait d'autres questions à ce point-ci? Sinon, je vais poursuivre avec une petite présentation de la situation en Outaouais. Donc, à l'heure actuelle, en Outaouais, on va avoir environ 10% du territoire qui est protégé, avec plusieurs territoires d'ailleurs qui sont mis en réserve, qui sont en attente, on va dire, d'un statut final pour environ 3481 km². Comme on peut le voir sur la carte. Donc, en gris, je le répète, on a les terres privées. On peut très bien voir le parc de la Gatineau, les aires protégées qui sont à proximité du lac des 31 000 et du Poisson Blanc. On a en vert la Noire et la Coulonge, avec ici au nord, territoire qui m'échappe. Mais pour vous donner une idée de ce qui est déjà protégé en Outaouais. Ici, on a un zoom là, plus au sud, si ça peut vous aider à mieux identifier des territoires que vous connaissez. Gilles, est-ce que vous aviez encore une question? Non, j'ai oublié d'enlever la main. Je l'enlève. Très bien, merci. Donc, avant de poursuivre pour la seconde partie, les éléments à retenir, là, il est très simple de remplir le formulaire de proposition d'une aire protégée. Vous n'avez pas besoin d'écrire un documentaire, un argumentaire très étoffé pour que la proposition soit jugée recevable. Le ministère de l'Environnement, lui, va faire une analyse écologique, sociale et économique pour déterminer la priorité associée à une proposition. Ensuite, il sera toujours possible d'envoyer en cours de route de la documentation supplémentaire au ministère de l'Environnement associé à votre proposition. D'ajouter, par exemple, si vous avez un inventaire écologique qui est en cours de réalisation, il sera possible de l'envoyer une fois que celui-ci va être terminé. Il est possible d'envoyer une pétition, une résolution d'appui municipal ou toute autre information qui peut appuyer votre proposition. Aussi, les responsabilités associées à un porteur de proposition sont très limitées. Une fois que vous avez envoyé le formulaire et sollicité la MRC va envoyer sa résolution d'appui directement au ministère de l'Environnement. Et si vous le souhaitez, vous pourrez contribuer à la phase de concertation comme proposeur, ou vous pouvez simplement laisser le projet suivre son cours. Donc, vous n'avez pas nécessairement à répondre de la proposition dans le futur, ce qui est quand même très important de noter. J'ajouterais aussi que dans le cas d'une aire protégée, il est possible, selon la nature de la proposition et selon les résultats des concertations, de faire une demande de délégation de gestion pour le territoire visé. Dans le cas d'une réserve de biodiversité, par exemple, il pourrait y avoir une organisation qui est mise en place qui vise à appliquer le plan de conservation et à encadrer les usages. Ça répond donc un peu à la question que vous m'avez posée plus tôt sur comment on s'assure que l'aire protégée soit effectivement protégée. Il est possible dans certains cas de faire une demande de délégation de gestion. Ça peut permettre une meilleure gestion de l'accès au territoire. On peut prélever dans certains cas des frais. On peut aménager et offrir une offre récréo-touristique ou de villégiature tant que celle-ci respecte le plan de conservation. Il est possible aussi de structurer un peu l'aménagement, les aménagements qui sont associés à une aire protégée, si c'est l'objectif de la proposition. Puisque dans bien des cas, on cherche surtout à protéger le territoire.
Dans d'autres cas, on peut chercher à protéger, par exemple, un parc régional ou une ZEC et de s'assurer que les activités de la ZEC soient maintenues dans le futur sans qu'il y ait d'intervention industrielle comme une mine ou des coupes forestières sur le territoire de celle-ci. Donc, il est possible de faire une demande de délégation de gestion. Autrement, le formulaire ne vous engage à rien. Et je crois que ça fait le tour des éléments que je souhaitais que vous reteniez. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'ici? Sinon, je propose qu'on passe à la seconde partie, en fait, qui est l'atelier de cartographie participative. Donc, si vous le souhaitez, on va utiliser le lien suivant que je vais vous mettre dans le chat. Oh, pardon. Que Jenny va pouvoir mettre dans la conversation dans le chat, qui est le lien vers un site web. C'est un outil cartographique où on a un projet qui est associé à la région d'Outaouais. Sur cette carte-là, je vais vous montrer de quoi celle-ci a l'air. Donc, ça se trouve à être la carte associée au projet. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va pouvoir tous ensemble aller travailler la carte. Et je vous montre un peu comment on peut travailler cette carte-ci. Donc là, on a déjà ici les légendes sur les différents éléments cartographiques qu'on peut voir. On a en gris les terres privées et les aires protégées en vert. Pour ce qui est de la modification, je vais basculer en mode édition. Il sera nécessaire que vous créez un compte pour pouvoir travailler sur la carte. C'est facile de se connecter via un compte Google si vous en avez un. Autrement, ça peut prendre une petite minute peut-être pour vous inscrire. Pour modifier la carte, ce qui peut être très intéressant, ici, on a un point comme ça qui nous permet de faire des lignes ou des polygones. Dans le cas du polygone, ça peut être intéressant si vous souhaitez, comme ça ici, créer une shape et de se dire, cette zone-là est particulièrement intéressante pour la protection. Je vais vous inviter à laisser un commentaire, ce qui va être très important pour qu'on puisse connaître les raisons derrière cette proposition-là. Dans ce cas-ci, on pourrait dire qu'il y a une espèce à statut. Et vous pouvez associer un nom ou une adresse courriel pour qu'on puisse entrer en contact avec vous ou avec la personne mentionnée pour avoir plus d'informations là-dessus. Puisque nous, à la SNAP Québec, on n'est pas en mesure de faire des propositions nous-mêmes. Donc, vous pouvez ajouter ce que vous voulez et de cette manière-là, on peut facilement, nous, par la suite, s'assurer que les territoires d'intérêt soient inclus dans l'appel à projet et qu'on puisse contacter quelqu'un pour en faire le suivi. Et on peut facilement effacer une forme. On peut aussi, ce qui peut être intéressant, ajouter une note. Donc, ici, toujours l'option note. On peut ajouter du texte. Par exemple, comme ça ici, et ajuster la taille de celui-ci pour le mettre juxtaposé à une zone spécifique dans ce cas-ci. Encore là, je vous invite à ajouter des détails, peut-être le nom d'une personne ressource, d'un contact ou des éléments supplémentaires pour nous aider à faire le suivi de cette proposition-là. Hélène, vous avez une question? Est-ce que c'est possible par la suite d'imprimer nos commentaires ou ce qu'on a fait sur la carte? On est-tu capable de le conserver pour nous-mêmes, là? À moins que je me Ok. trompe, il sera possible pour vous de retourner dans le projet. Donc, même une fois que l'atelier est terminé, il sera possible pour vous de vous connecter puis de le consulter. Pour ce qui est de l'impression, je ne suis pas assez familier avec celui-ci pour le déterminer, mais il est toujours possible de faire une capture d'écran. Si Ah vous oui, êtes ok. habitué, dans ce cas-ci, par exemple, on va avoir ici cette zone-là. Ben, moi, je vais aller simplement faire une capture d'écran et voilà. Puis, je vais pouvoir. En pesant sur quoi? Ah, OK.
que je vais sélectionner, puis ensuite, je pourrai enregistrer cette capture d'écran-là. OK. Ça peut être une solution simple dans votre cas. Mais dans tous les cas, une fois que vous serez inscrit, vous aurez l'adresse pour pouvoir accéder à cette carte-là pour l'Outaouais. Donc, je vous invite à suivre le lien qui a été envoyé dans la conversation de groupe et moi, je vais, à partir de maintenant, faire 2 groupes, ce qu'on appelle des breakout. Je vais terminer le partage. Je vais faire 2 groupes comme on est une quinzaine de participants pour qu'on puisse aussi communiquer entre nous, puis se poser des questions, puis s'entraider. Il va y avoir des partenaires dans chacune des groupes. Puis, vous pourrez commencer à travailler les cartes à votre rythme. Puis, si jamais il y a des enjeux, vous pourrez nous le mentionner. Gilles, vous avez une question? Oui, je vous ai déjà envoyé les propositions que j'avais. Oui. Est-ce qu'il est nécessaire que je les mette sur la carte parce que vous les avez déjà avec Moi, carte à la... je les ai reçus, puis je vais d'ailleurs vous revenir sur celle-ci rapidement. Autrement, c'est à votre discrétion si vous souhaitez les ajouter à la carte ou non. Moi, j'ai déjà la documentation que vous m'avez envoyée, là, donc ça ne sera pas perdu, je vous rassure. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hélène? Non, j'avais oublié de baisser ma main, Ah, désolée. très bien, très bien. Donc, je vais tout de suite vous envoyer dans des sous-groupes et on va pouvoir se discuter ensemble et travailler sur la carte. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs, avant que je vous envoie, des questions? Tout le monde est capable de se connecter sur la carte? Oui, Howard? Juste une question, si j'ai bien compris, tout le monde va travailler sur la même carte, là, c'est ça? Exactement. C'est pour vous. On va tous OK. être sur la même carte. Et là, vous allez avoir nos inputs, là, puis on peut continuer par après au besoin ou whatever. Exactement. Moi, mon objectif, en fait, c'est de pouvoir consulter, identifier des territoires d'intérêt pour la conservation, puis aussi ensuite identifier des personnes avec lesquelles je pourrais travailler sur une proposition dans l'appel à projet. Vous pourrez travailler la carte indépendamment. Vous pouvez zoomer à votre aise. Tout le monde travaille sur la même carte, mais ce n'est pas un écran partagé. Donc, Guillaume, je me questionne sur la nécessité de faire les breakout rooms, vu qu'on ah ouais, hein? forme quand même OK. un petit groupe, là. On est rendu à 14 participants. C'est ouais, c'est peut-être une bonne idée. Donc, je vais pour l'instant ne pas faire de sous-groupe. On pourra tous travailler ensemble. Moi, je vous invite à m'interpeller avec votre micro ou avec une main levée s'il y a quoi que ce soit, puis je pourrai vous aider. Geneviève? Oui, ben, ça allait un peu dans ce sens-là. Je me Oui, disais, ben, personnellement, je vais devoir quitter dans 15 minutes. Donc, je suis plus en mode écoute aussi, là. Donc, je très bien. n'étais pas nécessairement là pour faire des propositions. Super. Merci. Donc, à ce moment-là, je vous invite à aller sur la carte et à commencer à y tracer ou à laisser des notes. C'est un peu la même question de mon côté, Guillaume. Oui. Est-ce que tu veux que j'insère les propositions de la SNAP dans ta carte, vu que vous les avez déjà? Non, comme on les a déjà, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Puis, je le mentionne aussi, là, c'est tout à fait normal qu'il y ait des propositions qui se superposent et ou qui soient les mêmes dans le cadre de l'appel à projet. C'est même c'est même positif. Ça veut dire que ces territoires-là font quand même l'objet d'un certain consensus là, pour ce qui est de la conservation. Donc, il n'y a pas du tout, faut pas s'inquiéter là, qu'il y ait déjà des propositions qui visent un territoire qu'on souhaitait proposer. Et je vous incite toutefois à remplir le formulaire quand même. Merci. Alors là, il faut aller sur le web, là, à l'adresse marquée, puis Oui, juste doodler sur la carte. exactement, exactement. OK. Donc, vous retrouverez dans le haut de l'écran le mode d'édition. Et à partir de là, sur votre gauche, il va y avoir plusieurs options que vous pouvez utiliser, que ce soit des lignes, des polygones, des textes, des notes, et vous pouvez même dessiner sur la carte avec un crayon. Guillaume, je me demande, est-ce que toi, tu as
une carte qui présente justement toutes les aires protégées qui ont été proposées jusqu'à maintenant pour donner justement une vision d'ensemble pour Dans le la cadre de région? l'appel à projet? Ouais. Malheureusement, non. On n'est pas au courant de toutes les propositions qui sont faites là, jusqu'ici au niveau du Québec. Donc, et encore moins, on a encore moins en fait la cartographie associée. Donc, c'est pas possible pour moi vraiment de l'inclure. OK. Oui, Lucie? Oui, je ne peux pas rester très longtemps et je te remercie, Guillaume, pour toute cette présentation-là. C'est sûr qu'on va être en contact, mais j'aimerais ça que tu nous donnes une précision. C'est dans la rivière des Outaouais, il y a des aires protégées pour l'identification des oiseaux. On veut juste, comme on veut arrimer ça possiblement à Ouais. notre projet de protection, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire, aire de protection de site de nidification des Ouais. oiseaux. C'est un statut de protection pour lequel je ne connais pas énormément de détails, mais qui vise à offrir une protection ponctuelle à la faune aviaire là, qui se trouve à être en migration à certains moments de l'année. Ce n'est pas un statut de protection très strict dans la mesure où il vise des espèces spécifiques. Ça peut encadrer certains usages. Je ne sais pas si Nathalie, tu as des précisions à ce niveau-là, mais il est possible de proposer des statuts de protection plus stricts pour ces milieux-là, dans tous les cas. J'ai pas, juste comme ça, j'ai pas nécessairement tant d'informations, mais je peux regarder dans les informations que j'ai, puis essayer de vous revenir avec plus de détails. Merci. Nathalie, je vais laisser mes coordonnées. Oui, c'est bon, on peut faire ça. OK. Il faut demander si c'est clair comment faire les commentaires parce qu'il n'y a pas de son. Est-ce que tout le monde est en mesure de travailler sur la carte à ce point-ci? Est-ce que mon micro est allumé? Là, oui. Là, non, je ne trouve pas comment j'ai la carte. J'ai à gauche, la description des caractéristiques, mais où est-ce qu'on trouve la façon de faire une ligne? OK. Donc, en haut à droite, il va y avoir un bouton Edit en français, modification. Une fois qu'on l'active, donc il y a des options qui vont apparaître au haut de la carte. Je ne sais pas si ça a fonctionné pour vous. Non. Non, je vois il y a Anonymous Whale, Yannick Queller, tous ces gens-là. Il y a OK. Donc, zoom level, zoom in, zoom out. il devrait y background. avoir le bouton Edit Map en rose à droite complètement de l'écran. Et une fois qu'on l'actionne, il y a des options qui devraient s'afficher au haut de la carte. Nope. OK. Il est possible à ce moment-là qu'il faut se connecter pour pouvoir faire la modification. Il va donc falloir... Ou créer un compte ou quelque chose. Ouais, c'est possible. Mais moi, en haut de ma carte, je vois, tu sais, sign up, comme avec un hyperlien, fait que c'est peut-être ça. Sign up. Ouais, j'ai l'impression que c'est une des limitations avec l'outil, malheureusement, mais une fois que... je vais signer in. Comment le faire. Ma collègue Jenny va vous partager son écran pour que vous puissiez voir comment le faire. Autrement, je vais prendre votre question, Daniel. Je pense que je suis en train de le faire, je pense, avec Google. Seulement pour... Ouais. Donc, là, c'est ma collègue Jenny qui partage l'écran. Bonjour, ici Jenny. Donc, une fois vous cliquez sur le lien que j'ai envoyé, il vous apparaîtra la carte. Il vous apparaîtra cette carte-là. Donc, il y a deux façons de faire les choses. La plus simple, que c'est seulement pour commenter. Donc, il y a ici dans la partie supérieure droite cette icône-là de commenter.
Donc, vous pouvez cliquer là et disons que vous disiez qu'ici, c'est une zone importante que vous voulez protéger. Donc, vous cliquez et voilà, vous laissez votre commentaire, les courriels et expliquer pourquoi vous voulez protéger ces zones-là. La deuxième façon, c'est de cliquer ici sur Sign Up. Donc, il y a deux façons. C'est continuer avec votre compte Google ou c'est créer un compte. Donc, je vais me connecter avec mon compte Google. Voilà. Ça nous permettra d'avoir plus d'options, les options que Guillaume avait vous donné déjà. Donc, avec faire des lignes, des polygones, des notes. Mais, mais c'est ça. J'imagine qu'avant, Howard, tu n'avais pas de sign-up avec ton compte. Donc, peut-être que seulement tu avais avoir l'option de commenter. Mais sinon, avec J'ai la... signé in, j'ai un compte et tout, puis là, j'essaie à comprendre comment tirer une ligne sur la carte. OK. C'est Donc, d'une tu es là où... complexité très impressionnante. Ouais, bah, je te peux montrer si tu veux. Tu peux faire des lignes, par exemple. Donc, on voit ici, faire des lignes. Donc, on la sélectionne, on fait des clics et on peut faire des zooms en scroll. On peut faire les scrolls, puis faire des zooms sur la carte. Tu me suis? Non, non, moi, je suis pas bon. Je suis pas bon dans tout ça, là. Parce que là, je suis sur le web avec la carte, mais je ne vois plus l'écran avec tes affaires là-dessus. Ah, OK. Je ne veux pas quitter la rencontre. Non, mais je vais continuer à zigonner avec ça, là. Je sais qu'on va soumettre une proposition, alors qu'on fasse ceci ou non, peu importe. Mais je vais essayer. Oui, tu peux toujours entrer en contact avec moi, Howard, puis on en discutera. OK. Bon. Daniel. Oui, pour tout le monde. Merci, Guillaume. Tu es un puits de connaissances, il n'y a rien qui t'arrête. Dans mon projet, j'ai des coordonnées, longitude et latitude, parce que je veux proposer l'analyse de 13 territoires en milieu privé. Alors, est-ce qu'on peut entrer des longitudes et des latitudes? C'est une bonne question. Pour un formulaire de dépôt dans le cas de l'appel à projet, c'est bien ça? Ou dans le cas de la Oui. carte? Pour moi, par exemple, j'ai Ouais. un Alvar à Sainte-Thérèse de la Gatineau. D'abord, je trouverais Sainte-Thérèse de la Gatineau. Ensuite, avec la longitude et latitude, là, je pourrais voir où est-ce qu'est la rivière Gatineau, où se situe l'Alvar précisément. Et là, je pourrais faire un polygone, une forme avec ça. Ouais. Et ça serait ma façon de procéder. Je vais vérifier tout de suite si ça marche. Donne-moi un instant. Non. Sur le formulaire, je vais vérifier avec le formulaire. Mais sinon, on peut l'aider. Ça ne sera pas bien long. Oui, donc il est possible d'entrer les coordonnées géographiques dans la carte du formulaire de l'appel à projet web. Il va pouvoir ensuite aller identifier le point sur la carte, puis vous pourrez tracer un polygone sur cette carte-là. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus comment tu vas réussir à entrer les coordonnées, Guillaume? Oui, je vais te montrer ça dans un instant.
Donc, pour ceux qui souhaitent connaître également, je vais mettre en partage d'écran. Donc, ici, j'ai un milieu d'intérêt qui se trouve à ce site-ci. Donc, sur Google Maps, j'ai été chercher les coordonnées géographiques puisque je ne les connaissais pas par cœur. Donc, en cliquant sur la carte, on va identifier la municipalité puis la province, mais on a ici en bas les coordonnées géographiques qui s'affichent. En cliquant sur ces coordonnées-là, on va avoir ici les coordonnées géographiques qui vont être indiquées. Je vais donc faire une copie de ces coordonnées-là. Et ensuite, quand je me retrouve à être sur le formulaire de l'appel à projet, quand on arrive à la carte, je vais mettre en grand écran, je vais entrer une adresse ou un lieu. Dans mon cas, je vais rentrer les coordonnées géographiques que j'ai été prélevées sur Google Maps et je fais Enter. Et on me renvoie directement sur le milieu que j'avais identifié précédemment. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, oui. Très bien. Le défi m'attend maintenant. Ouais, hein? Mais écoute, je vais juste vérifier aussi si ça fonctionne avec des coordonnées numériques. Dans ce cas-ci. Oui, ça fonctionne également. Donc, tu peux, il y a différentes formulations de coordonnées géographiques que tu peux entrer. Donc, tu as le choix d'utiliser soit la version numérique ici ou plus classique, là, je ne me souviens plus du nom. Mais travailler comme ça, tu les copies et tu peux ensuite les ajouter ici. Et ça va renvoyer directement sur la carte au lieu qui est visé. Merci, Guillaume. Avec plaisir. Il y a question. Oui, réel. Oui, je vous écoute. J'ai réussi à réactiver le son? Oui. Merci. Je ne voudrais pas vous sortir du travail que vous faites, mais j'aurais une question plus générale. Oui. Je travaille à l'intérieur d'un groupe de travail là, avec Gilles, avec Daniel, d'autres organismes. La question que j'ai, c'est quand je regarde la carte, il y a beaucoup de gris. Oui. Et donc, tout ce qui est municipal apparaît en gris dans ces cartes-là. Oui. Donc, quelle est la démarche qu'il faut faire pour la ville de Gatineau si on a des terrains qui sont des terrains à l'intérieur donc, du domaine de la ville? Oui, c'est une excellente question. Deux réponses. La première, c'est dans le cadre de l'appel à projet. Pour faire une proposition d'aire protégée, il va falloir viser un territoire considéré comme public. Dans certains cas, même la carte du ministère n'est pas toujours extrêmement précise sur les territoires qui sont de nature publique ou non. Je m'explique. Dans certains cas, des terres qui appartiendraient à Hydro-Québec sont affichées comme privées sur l'outil cartographique, alors qu'ils sont toutefois visés par l'appel à projet. Dans le doute, je vous invite quand même à tracer une forme, une proposition d'aire protégée sur un territoire qui n'est pas indiqué comme public et dans certains cas, ça va fonctionner tout de même. Ensuite, dans le cas d'un territoire municipalisé comme la ville de Gatineau, il y a quelques corridors. C'est visiblement des emprises routières là, qui appartiennent probablement au ministère des Transports qui pourraient être proposées dans le cadre de l'appel à projet.
je vous invite à faire une proposition qui vise ces terres publiques-là et de justifier la protection de ces territoires-là comme faisant partie d'une stratégie plus grande qui vise à maintenir une ceinture verte sur le pourtour de la ville. Donc, même si les terres aux alentours sont privées, s'il y a des démarches de protection qui sont en cours, et c'est probablement le cas, la protection des terres appartenant au public est d'autant plus justifiée. Donc, c'est un argument en faveur de la protection de ce corridor-là. Même si, en termes de forme ou de superficie, il se trouve à être moins important. Donc, ce que tu dis, c'est que tout ce qui appartient à des ministères, c'est des terres publiques. Oui. Dans le cas d'un territoire municipal, pour terminer de répondre à la question, tous les lots municipaux ou les terrains appartenant à la ville sont considérés comme privés, malheureusement. Ils ne sont donc pas concernés par l'appel à projet. Cependant, comme je le mentionnais, s'il y a un territoire public à proximité, il est possible de chercher à protéger ce territoire-là et en justifiant une stratégie qui vise aussi à protéger le territoire privé à proximité. OK, je te remercie.